Mes chers compatriotes, je voudrais continuer une réflexion avec vous sur les raisons pour lesquelles nous sommes dans une situation absolument calamiteuse, catastrophique, une des plus graves peut-être de notre histoire, de toute l'histoire de France. Tout le monde le voit bien, la France, elle est quasiment au bord de la faillite, elle est en ruine. Nous sommes dirigés par un gang, en fait, de malfaiteurs qui sont en train de tout détruire. Nous avons un président de la République qui pose des problèmes psychiatriques et qui est en train de détruire le pays de Louis XIV, de Napoléon, de Clémenceau et de Charles de Gaulle, tout simplement. Et on en est arrivé là. Il faudrait quand même qu'à un moment ou à un autre, il va falloir quand même que l'on cherche les responsabilités. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il est facile de dire que ce sont les Français qui l'ont voulu. Non, bien sûr, les Français formellement ont voté pour Macron, à supposer que les votes d'ailleurs n'aient pas été en partie trafiqués. Mais si les Français ont voté pour Macron, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils ont été placés dans des conditions telles qu'ils ont dû voter pour Macron. Je l'ai déjà expliqué, le nombre de personnes qui s'intéressent en profondeur à la politique française, qui réexaminent les différents candidats et leurs différents programmes est en fait très limité. La grande majorité des électeurs, c'est vrai en France comme c'est vrai ailleurs, en fait, ne font pas ce travail de réflexion approfondie, votent comme ils ont toujours voté, donc ils votent à gauche, ils ont toujours voté à gauche dans leur famille, on continue à voter à gauche, on vote à droite, et surtout ils se fient sur ce qu'ils entendent à la télévision ou à la radio. Dans une vidéo précédente, j'ai montré le rôle absolument essentiel et pernicieux qu'avaient joué les médias dans l'élection de Macron. Et j'avais pris l'exemple de Franz-Olivier Gisbert, qui est un des grands journalistes connus en matière politique en France, ainsi que de l'essayiste Nicolas Bavrez, qui a table ouverte dans les médias, qui avait façonné l'opinion publique en 2017 pour faire croire en fait que sur les 11 candidats qui se présentaient à la présidentielle, il y en avait 2 qui étaient des extrémistes fous furieux qui mettraient la France à feu et à sang et qui la ruineraient, nommément Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Donc 2 étaient écartés. Ensuite, il y en avait 7 qui étaient, alors même pas la peine d'en parler, c'était des fous furieux dont je faisais partie et qui voulaient tout simplement que la France se referme, devienne la Corée du Nord ou l'Albanie, c'est ce qu'avait dit Franz-Olivier Gisbert. Et donc il n'en restait plus, d'après leur dire, que 2. C'était l'analyse de M. Franz-Olivier Gisbert, c'était également l'analyse de M. Baverez. En fait, il n'en restait que 2 qui méritaient qu'on s'y intéresse pour être président de la République. C'était François Fillon et Emmanuel Macron. Encore ceux-ci étaient-ils ornés de toute une polémique au même moment sur le fait que François Fillon était l'objet de cible, il était la cible incessante de manœuvres de déstabilisation, où on parlait de ces costumes qui avaient été payés, de détournement de fonds, etc. Enfin, tous les jours, il y avait des nouvelles affaires qui sortaient pour être bien assuré que ce candidat ne pourrait pas être élu. Voilà. Donc en fait, le discours de M. Gisbert, le discours de M. Baverez au cours des premiers mois de 2017, et d'ailleurs le discours de tous les grands médias français, et presse écrite, radio ou télévisée, c'était en fait, il n'y avait qu'un seul candidat, c'était Macron. Voilà. C'était aussi simple que ça. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, le journal Libération avait titré « Votez pour qui vous voulez, mais votez Macron ». Donc je vous renvoie à cette première vidéo. Mais ce ne serait pas juste, si on veut vraiment approfondir cette question qui est essentielle, la question de la culpabilité, les gens qui sont à l'origine du désastre sans nom dans lequel on est en train de s'enfoncer, et dont personne ne voit la solution, il ne serait pas juste de se reporter uniquement sur les journalistes des médias, parce que les journalistes souvent sont obligés d'obéir aux rédacteurs en chef ou bien aux propriétaires des médias. Il faut aussi s'intéresser au rôle qui a été joué par ce que l'on appelle des leaders d'opinion, des prescripteurs, ça c'est dans le langage du marketing politique, des gens dont le grand public peut penser qu'ils sont au courant de plein de choses, ils sont plus intelligents que les autres, ils connaissent mieux les affaires que les autres, donc on peut leur faire confiance. Voilà. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a véritablement un travail à faire, qu'il faudra faire d'ailleurs, qui est la responsabilité qui a été prise par cette caste en fait,
d'universitaires, d'intellectuels prétendus, de hauts fonctionnaires, et j'en passe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me focaliser sur certains hauts fonctionnaires. Parce qu'il faut, je ne vais pas faire des vidéos à rallonge, je veux faire des vidéos assez brèves pour que vous compreniez bien le problème. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que j'ai redécouvert, qui est accablant. Ce qui est accablant, et ça montre comment on a pu façonner l'esprit public. Figurez-vous que l'élection présidentielle de 2017 a eu lieu le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai. Et entre les deux tours, il y avait le choix entre Madame Le Pen et M. Macron. Rappelez-vous. Eh bien, figurez-vous que le 4 mai 2017, c'est-à-dire quelques jours avant le dimanche, c'était le jeudi 4, vendredi 5, samedi 6, dimanche 7. Donc le jeudi, la veille du second tour, le journal Le Figaro a publié une lettre ouverte, une tribune, qui était intitulée « 60 ambassadeurs s'engagent en faveur d'Emmanuel Macron ». 60 ambassadeurs. Les lecteurs du Figaro, donc 4 jours avant de faire leur choix, et on peut imaginer que parmi les lecteurs du Figaro, il y en a qui pouvaient hésiter entre Macron et qui avait quand même une image de gauche un petit peu à l'époque, et Madame Le Pen, on peut penser qu'il y avait des lecteurs du Figaro qui hésitaient. Mais quand on voit un pareil titre, 60 ambassadeurs s'engagent en faveur d'Emmanuel Macron, ben on regarde de plus près, c'est considérable. Et je vous propose de regarder ensemble le texte qui a été publié le 4 mai 2017, parce que vous allez voir, les bras vous en tombent. Reprenons ensemble ce texte. Ce texte commence ainsi. Selon eux, donc selon les 60 ambassadeurs, ouvrez les guillemets, le projet du Front National signifierait, au-delà même du désastre financier, l'isolement et le déclassement du pays, avec les conséquences que l'on imagine pour notre indépendance. Et lisons ensemble le texte qui suit. Seul Emmanuel Macron saura défendre les intérêts de la France en Europe et dans le monde. Je m'arrête tout de suite. Il y a de quoi rire jaune. Macron a détruit la France, a ridiculisé la France en Europe et dans le monde. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé par rapport à cette affirmation de ces 60 ambassadeurs. Je poursuis. Nous avons servi notre pays de longues années dans les rangs de la diplomatie française. Vous verrez, quand je parlerai de la liste des signataires, que ça n'est pas forcément le cas. Nous sommes aujourd'hui inquiets pour le sort de la France. Aujourd'hui, c'est donc le 4 mai 2017. Celle-ci a besoin de réformes profondes pour retrouver son rang et son influence. Le projet du Front National signifierait, au-delà même du désastre financier, l'isolement et le déclassement du pays, avec les conséquences que l'on imagine pour notre indépendance. Lire ce texte en octobre 2024, donc 7 ans et demi après, et donne envie de rire ou de pleurer. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a mis la France dans un désastre financier sans nom, et qui a ruiné l'indépendance de la France, c'est bien Macron. Et cela dans un contexte international particulièrement troublé, menaçant, incertain. Les terribles attentats qui ont ensanglanté la France, mais aussi tant d'autres pays, renvoient aux guerres du Moyen-Orient et à la menace djihadiste. Depuis la crise ukrainienne, là, la crise ukrainienne dont il parle, c'est la crise qui était intervenue avec le Maïdan depuis 2014. Nous sommes bien avant l'affaire de l'invasion de la Crimée par la Russie le 24 février 2022. On est le 4 mai 2017. Et donc, il y a eu l'affaire du Maïdan qui s'est produit. Et puis, il y a eu le fait que les Russes sont intervenus tout de suite pour mettre la main sur la Crimée, pour ne pas laisser partir leur base militaire de Sébastopol, évidemment, aux mains des Ukrainiens, c'est-à-dire aux mains des Américains, en fait. Voilà. Et donc, à l'époque, on est quand même dans le fait que les accords de Minsk
ont été passés et sont en fait commencent à être bafoués. Et en 2017, au moment où les ambassadeurs écrivent ça, eh bien, le gouvernement de Kiev, le pouvoir du Kiev, commence à commencer à persécuter les populations du Donbass. Je poursuis. Depuis la crise ukrainienne, la stabilité et la sécurité de notre continent européen sont à nouveau en jeu, comme le ressentent avec acuité nos amis allemands. Après le vote britannique sur le Brexit, tous les équilibres européens sont à repenser. Depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le risque existe d'une remise en cause des grands accords internationaux qui structuraient tant bien que mal la mondialisation, que l'on songe au commerce ou au climat. Les frappes américaines en Syrie créent une incertitude qui impose une sûreté de jugement et un cap clair pour notre diplomatie. On est à l'époque où les Américains ont décidé de renverser le régime de Bachar al-Assad, soutenu d'ailleurs par la France et par François Hollande. Et donc, les 60 ambassadeurs disent que ça réclame plus que jamais. Il faut avoir une sûreté de jugement et un cap clair pour notre diplomatie. Et qu'est-ce qu'en tirent comme conséquence les 60 ambassadeurs ? La capacité à mener une politique étrangère fidèle à notre histoire mais adaptée aux réalités d'aujourd'hui est pour nous le critère essentiel du choix du prochain président de la République. La première des priorités est d'être en mesure de défendre notre indépendance nationale. Emmanuel Macron possède cette qualité de n'avoir marqué aucune complaisance à l'égard d'aucune puissance extérieure. Est-ce que j'ai besoin de commenter ? 60 ambassadeurs qui écrivent 3 jours avant le deuxième tour que Emmanuel Macron a fait la preuve qu'il était capable de ne subir aucune influence extérieure. Ben c'est grotesque. C'est exactement le contraire qui est vrai. Qui l'a fait roi ? Qui a promu M. Macron à l'Élysée avec la manipulation des médias ? D'où vient l'argent ? On n'a jamais très bien compris d'où venait l'argent d'ailleurs. Emmanuel Macron, donc, possède cette qualité de n'avoir marqué aucune complaisance à l'égard d'aucune puissance extérieure. Il est respecté à l'étranger. Il est respecté à l'étranger. Alors déjà, en avril 2017, à l'étranger, personne ne savait très bien qui c'était. En 2017, il avait été ministre des Finances, et puis il avait été secrétaire général adjoint, je crois, de l'Élysée. Enfin voilà, c'était quand même encore un très grand inconnu. D'ailleurs, les Français, même au moment de la présidentielle, ils le connaissaient à peine. Voilà. Alors, vous pensez bien comment à l'étranger, on le connaissait. Certes, il y avait eu sans doute des télégrammes diplomatiques envoyés par les ambassades pour informer le gouvernement, mais enfin bon, dire que Macron était respecté à l'étranger en avril 2017, c'est se moquer du monde. Mais maintenant, où je parle, 31 octobre 2024, Macron, il est méprisé par le monde entier. Les 60 ambassadeurs dont le métier est d'avoir de l'intuition, du discernement sur les personnes, de l'intuition sur les faits, de la prémonition, des anticipations sur le futur, les 60 ambassadeurs, c'est peu dire qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Je poursuis. Il sait la nécessité de dialoguer avec les puissances, y compris avec la Russie, avec fermeté et exigence. Vous avez vu comment il a discuté avec la Russie. La dernière fois qu'il a été reçu au Kremlin, Poutine avait mis une table de 15 mètres de long pour le tenir à distance. Et avec fermeté et exigence, Macron, mais c'est un pantin, il est considéré comme tel par le monde entier. Plus personne ne l'écoute, plus personne ne veut le voir. Je poursuis l'analyse des 60 ambassadeurs de France. Il est intellectuellement et politiquement le mieux armé pour définir avec nos partenaires européens un cadre de relations à long terme équilibré avec la Russie, comme d'ailleurs de tenir tête à Donald Trump pour défendre nos intérêts. Les projets de Macron sur ces refondations de l'Europe, etc., 95% de ce qu'il a dit est tombé au panier, tout le monde s'en fiche en fait, voilà. De toute façon, c'est pas lui qui décide. L'avenir de l'Union européenne est fixé par les États-Unis en concertation avec l'Allemagne, et encore.
De toute façon, les Américains décident de tout. Ils décident de faire détruire Nord Stream. Ils ont placé Madame von der Leyen et toute une série de taupes dans tout l'appareil de la Commission européenne qui sont là complètement soumis à l'euro-atlantisme. Macron ne pèse absolument rien. Ce serait une conversation au Café du Commerce que je relaterais, ce serait simplement drôle, ça serait triste. Mais là, nous avons affaire à 60 personnes qui se targuent d'avoir passé des décennies, des années à faire de la diplomatie et même à être chef de mission diplomatique, ambassadeur à l'étranger. C'est de ça qu'on parle. Je poursuis leur analyse. Engagé à défendre la nation. Engagé à défendre la nation. J'ai cru comprendre que M. Macron avait dit qu'il fallait tout changer, qu'il fallait faire de la France une start-up nation, avec le brillant résultat que l'on voit. J'ai compris aussi qu'il paraît qu'il n'y avait pas de culture française. J'ai vu aussi avec quel mépris, finalement, il traitait la francophonie, etc. Et puis avec combien de fois il a écrasé tout simplement notre Constitution, nos intérêts nationaux. Il est engagé à défendre la nation. Où est-ce qu'ils ont vu ça, en fait ? En quoi est-ce que les ambassadeurs en question pouvaient dire que Emmanuel Macron s'était engagé à défendre la nation ? Je poursuis l'analyse. Engagé à défendre la nation, Emmanuel Macron est aussi le seul candidat susceptible d'exercer un mandat présidentiel qui soit clairement pour l'Europe et ouvert à une mondialisation régulée. C'est là le vrai réalisme. C'est la seule approche qui puisse nous permettre d'atteindre le second objectif que doit viser notre diplomatie, retrouver un rôle moteur dans les affaires de l'Europe et accroître notre capacité à peser dans les affaires du monde. Le moins qu'on puisse dire, 7 ans et demi après, c'est que c'est raté. C'est que c'est exactement le contraire qui est vrai. Décidément, ce texte de nos 60 ambassadeurs du 4 mai 2017, c'est une fantastique boussole à montrer le Sud. Tout ce qu'ils annoncent, toutes les raisons qu'ils annoncent pour voter pour Macron, eh bien, en fait, on a constaté que c'était l'exact inverse qui s'est passé. Je poursuis l'analyse. Emmanuel Macron a conscience des dysfonctionnements de l'Europe et se montre résolu à engager une démarche de réforme concertée de son fonctionnement. D'abord, il n'a pas fait du tout de réforme concertée. Il a lancé son discours à la Sorbonne en fin 2017, après avoir été élu. Il a également, récemment, il a refait un tour de piste. Il lance comme ça des idées sans en avoir jamais parlé à personne. Il se heurte évidemment au mur de la réalité, l'opposition structurelle des intérêts nationaux, le fait que la France est de plus en plus marginalisée. En fait, il n'a rien changé du tout. Plus exactement, les changements qui sont intervenus sont des changements pour aller vers toujours plus de fédéralisme, toujours moins de poids de la France et toujours de plus d'États venus des pays de l'Est entrant dans l'Union européenne à la demande des États-Unis d'Amérique pour que ce soit les cochons de contribuables allemands, français, néerlandais, etc. qui payent pour la mise à niveau et la concurrence de ces États d'Europe de l'Est. Je poursuis l'analyse des 60 ambassadeurs. Ces liens avec l'Allemagne et avec de nombreux responsables européens. Pardon ? Tout le monde a vu qu'il est à couteau tiré quasiment avec Olaf Scholz. Les sommets franco-allemands, il n'y en a pratiquement plus. Parmi les chefs d'État et de gouvernement européens, il est pris que pour un zouave. Il nous a fâchés avec la Pologne, il nous a fâchés avec la Hongrie. Il a rappelé son ambassadeur en Italie lorsqu'il y avait eu Salvini. Il s'était brouillé avec les Anglais, mais enfin les Anglais sont partis avec le Brexit. Il a eu des mots pas très agréables également avec les Espagnols. Il n'a pas eu non plus des choses très, très, très sympathiques avec je ne sais plus d'ailleurs, les Bulgares ou autres. Enfin, non, on ne peut pas dire du tout que M. Macron est en quoi que ce soit corresponde au portrait que nous ont dressé les 60 ambassadeurs, dont je poursuis l'analyse, parce que la suite est vraiment... La phrase suivante est merveilleuse, le morceau de phrase suivant est merveilleux. Ses liens avec l'Allemagne, avec de nombreux responsables européens, donc, ses compétences économiques reconnues. Alors ça, honnêtement, c'est quand même 3 étoiles dans le Michelin, c'est vaut le voyage. 60 ambassadeurs, les compétences économiques de Macron sont reconnues. Reconnues par qui, en fait ? C'est pas vrai. En fait, tout le monde savait que c'était un branquignol, déjà, dans les couloirs de Bercy. Voilà. D'ailleurs, les ambassadeurs
Normalement, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire des pays dans lesquels il est accrédité, qui connaît le droit international public, qui connaît le droit consulaire, les conventions de Vienne, qui connaît les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Assemblée générale, qui connaît l'histoire des relations diplomatiques, etc., les rapports de force, qui fait des analyses psychologiques, politiques, géopolitiques. C'est ça, un ambassadeur. Un ambassadeur, moi j'ai jamais vu beaucoup d'ambassadeurs, à une ou deux exceptions près, qui soient des caïds en matière économique et financière. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, dans les ambassades, ils ont toujours un conseiller économique et commercial, et parfois, ils ont également un attaché financier. Bon, donc en fait, sauf exception, les ambassadeurs, c'est pas quand même leur cœur de métier de juger des compétences économiques. Mais là, ils assurent comme ça, devant le public, les lecteurs du Figaro, 4 jours avant le deuxième tour. Les compétences économiques de Macron sont reconnues. Je poursuis leur analyse. Le caractère novateur de sa démarche. Qu'est-ce que ça va être novateur, cette démarche, si ce n'est que c'était un blanc-bec de 38 ans et qui était catapulté par des milliardaires à la tête de l'Élysée en manipulant les médias et les instituts de sondage. Sa jeunesse même. Tout cela plaide pour sa capacité à offrir de la France une image plus moderne, plus à même d'avoir un impact réel, car plus en phase avec le monde réellement multipolaire d'aujourd'hui, où il faudra redonner un sens à la construction européenne, c'est raté. Savoir parler aux puissances émergentes, c'est raté, elles vont toutes vers les BRICS, elles ne veulent plus entendre parler de la France. Traiter les enjeux globaux comme le climat. Il y a eu la conférence de Paris, mais en fait, c'est raté. Les grandes puissances, notamment l'Inde et la Chine, et les États-Unis continuent à produire de plus en plus de CO2. Le développement ou les migrations. Alors ça, effectivement, il y a eu le traité de Marrakech que Macron s'est empressé de ratifier, mais comme vous le savez, quelques pays, dont les États-Unis et Israël, ont refusé de signer ce traité qui a vocation à, d'ailleurs, permettre les migrations sans frontières, notamment en Europe. Voilà. Donc en fait, il ne s'agissait pas de réguler les migrations, il s'agissait en fait d'avoir ce que l'on constate, c'est-à-dire une immigration torrentielle avec l'aide de l'Union européenne. Voilà. Et ce à quoi M. Macron a tout à fait d'ailleurs donné son aval, mais le pauvre, comme il pèse une plume, il était obligé de faire avec. Je poursuis l'analyse. Il faut également donner toute leur place aux Nations Unies. C'est peu dire que les Nations Unies, avec Macron, ont continué à dégringoler, parce que les États-Unis ne veulent plus en entendre parler et qu'ils veulent faire régner la loi du plus fort. Il suffit de voir, par exemple, ce qui se passe au Moyen-Orient pour être convaincu que les Nations Unies ont failli à leur tâche. Dynamiser la diversité culturelle et retrouver une véritable ambition pour la francophonie. Dynamiser la diversité culturelle bernique. La France est désormais submergée par les productions audiovisuelles américaines, alors qu'on n'a pratiquement pas grand-chose qui arrive des autres continents. En plus, on s'est coupé de la Russie, du monde orthodoxe. La Chine n'est pas en bon terme avec elle. On est en très mauvais terme maintenant avec l'Afrique. Et voilà, donc en fait, on est plus que jamais submergé par les productions culturelles américaines. Quant à la francophonie, bon, vous savez ce qu'il faut en penser, puisque c'est le parent pauvre. D'ailleurs, il n'y a même plus de ministre de la francophonie à titre unique. C'est devenu une espèce de sous-secrétaire d'État. Plus personne ne sait qui c'est. C'est vraiment devenu le cadet des soucis de Macron, même s'il a inauguré à Villers-Cotterêts le centre de la francophonie. C'est encore une espèce d'éléphant blanc qui a coûté un bras et dans lequel il ne va rien se passer d'autre que d'avoir quelques cartels posés de temps en temps et qui ne seront visités par personne. Je poursuis l'analyse des 60 ambassadeurs qui nous invitaient le 4 mai 2017 à voter pour Macron au deuxième tour. Et puis, il y a le Proche-Orient, si lié aux bases mêmes de notre civilisation et dont les soubresauts ont désormais des conséquences directes sur notre sécurité. Il y a l'Afrique et le Maghreb qui doivent être pour la France une priorité majeure. Là aussi, on a envie d'éclater de rire et de fureur. Parce que s'il y a bien un président qui a saboté la présence de la France en Afrique et au Maghreb, c'est Macron. Et le dernier voyage de Macron au Maroc étant une espèce de pantalonnade qui fait ricaner le monde entier.
C'est absolument scandaleux ce qui s'est passé, c'est inouï. L'objectif de poursuivi par Macron étant, comme je l'ai dit dans un direct, étant d'abord et avant tout, sans doute, de faire bisquer les Algériens. Voilà le fin du fin de la pensée macronienne. En attendant, on est brouillé avec l'Algérie. C'est peu dire qu'on est brouillé avec un grand nombre maintenant de pays d'Afrique francophone. Tout le monde a à l'esprit ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, etc., etc. Enfin, c'est une catastrophe géopolitique qui est en train de subir la France. Jamais on n'avait vu ça. Donc là, les 60 ambassadeurs, encore une fois, c'est même pas dire qu'ils ont tout faux. C'est que ils ont décrit le contraire exact de ce qu'allait être Macron quand même. Et je poursuis encore leur analyse. Emmanuel Macron sait parfaitement que la France devra se positionner, agir, défendre ses intérêts et ses valeurs dans une zone qui est en grande partie une zone de crise et où elle est plus qu'ailleurs attendue. Alors on est tellement attendu avec Macron qu'on a été chassés comme des malpropres. Voilà. Bravo, la finesse d'analyse des ambassadeurs. Je poursuis. Il saura chercher dans le dialogue exigeant et l'action collective les ressources nécessaires pour lutter contre la menace terroriste et promouvoir enfin, s'agissant de la Syrie, une transition politique nécessaire à la stabilité dans la région. Alors il faut se remettre ce que ça veut dire en 2017, au moment où ils écrivent ça. Promouvoir une solution politique pour la stabilité, ça veut dire que Bachar el-Assad doit dégager, parce que c'était le discours officiel de François Hollande à l'époque. Voilà. Et donc les 60 ambassadeurs enfourchaient ce dada qu'il allait falloir que Bachar el-Assad dégage. En 2024, 7 ans et demi après ce texte, Bachar el-Assad est toujours là. Il a réussi à stabiliser finalement son pouvoir et la situation en Syrie avec l'aide non pas de la France, mais avec l'aide de la Russie, la Russie qui en a profité pour détruire ISIS ou Daesh, l'État fondamentaliste musulman qui était en fait soutenu en sous-main par derrière par les Américains, les Anglo-Saxons, et qui envoyait des armes à Daesh. Voilà ce qui s'est passé. Et donc les ambassadeurs, en fait, n'avaient strictement rien compris, rien anticipé à ce qui allait se passer, tout simplement. Je poursuis leur analyse, qui vient bientôt se terminer d'ailleurs, heureusement. Pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, et bien que venant d'horizons politiques différents, mais qu'est-ce que c'est que les horizons politiques différents s'ils sont d'accord tous pour voter pour Macron? Ça veut dire que c'est plus des horizons politiques, c'est rien du tout. Pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, nous pensons qu'il faut soutenir la candidature d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection à la présidence de la République. Voilà. Et ça se termine ainsi. Suit ensuite une liste de 60 noms que je vais avoir la charité chrétienne de ne pas évoquer devant vous. Vous aurez le lien, vous pourrez aller voir de vous-même si ça vous intéresse quels sont les signataires. Il se trouve que j'en connais quand même pas mal, puisque j'ai été au Quai d'Orsay. Je connais quand même pas mal des gens qui ont signé ce texte. Je suis triste et j'ai un peu honte pour eux. J'ai honte pour eux parce que ils ont mis en jeu non seulement leur nom, mais les fonctions qu'ils avaient occupées, donc certains qui les occupaient encore, pour un choix, pour essayer de forcer la main aux électeurs. Et quand vous n'y connaissez rien, quand vous êtes quelqu'un qui ne savait pas très bien ce qu'il faut en penser, quand vous avez 60 ambassadeurs, paraît-il, qui vous disent de faire ça, vous ne pouvez pas ne pas quand même être impressionné. Parmi les ambassadeurs, d'ailleurs, qui ont signé, il y avait des anciens ambassadeurs aux États-Unis, à l'Organisation des Nations Unies, à Moscou, en Russie, en Chine, en Inde, en Algérie, en Tunisie, dans un certain nombre de grands pays du monde, en Allemagne. Eh bien, ils ont mis leur responsabilité dedans. Et d'ailleurs, j'ajouterai au passage qu'ils étaient, pour certains d'entre eux, étaient encore en fonction. On est quand même à la limite de ce qu'est normalement la neutralité des fonctionnaires. Normalement, il doit y avoir un devoir de réserve. Alors c'est vrai que le devoir de réserve, il est assez généralement conçu, c'est-à-dire que ce que l'on demande aux fonctionnaires, c'est de ne pas balancer dans les médias des dossiers qu'ils connaissent personnellement. Bon.
Les fonctionnaires ont le droit de faire de la politique. Sinon, il fut un temps, il y avait énormément d'enseignants au Parti socialiste qui étaient des députés. Bon. Donc là, on est à la limite du devoir de réserve. Mais il faut bien comprendre que le 4 mai 2017, tous les sondages, sans aucune exception, donnaient Macron gagnant entre 65 et 70% des voix. D'ailleurs, il a fait 66%. Donc signer cette lettre 4 jours avant le deuxième tour, ce n'était pas d'un courage fou, en fait. C'était tout simplement voler au secours de la victoire, comme on dit. Et probablement, parmi les signataires, il y en avait un certain nombre qui avaient dû se dire la bonne affaire. En prenant position pour ça, en votant pour Macron, je vais me faire bien voir et j'aurai peut-être une nouvelle ambassade plus prometteuse. C'est de ça qu'il s'est agi, quand même. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est conforme à ce que doit être le service public et le service de la France? Est-ce que c'est normal d'utiliser des fonctions éminentes pour forcer la main de ses concitoyens en leur faisant croire dans un mythe qui se transforme en catastrophe générale? Alors je ne vous donnerai pas la liste de tous ces noms, par charité chrétienne, puis parce qu'il y en a un certain nombre que je connais personnellement, ils sont maintenant tous à la retraite, quelques-uns sont décédés d'ailleurs. Un seul nom parmi les signataires, parce que c'est le nom le plus extraordinaire que j'ai trouvé. Parmi les 60 ambassadeurs, le dernier nom, c'est Salomé Zourabichvili, qui était née française, en effet, et qui était devenue ambassadeur de France en Géorgie, mais qui, à partir de 2013, a pris la nationalité géorgienne pour devenir, à partir de 2014, ministre des Affaires étrangères de Géorgie. C'est quand même absolument incroyable qu'elle est aujourd'hui, je la connais, elle est aujourd'hui présidente de la Géorgie. Elle avait co-signé une tribune alors qu'elle avait pris la nationalité géorgienne, alors qu'elle était devenue ministre des Affaires étrangères de Géorgie. Il est vrai qu'entre-temps, elle avait perdu ce poste. Elle était simplement, en 2017, au moment de la signature, elle était députée au Parlement géorgien. Elle s'est permis, elle n'avait pas une longue expérience diplomatique, contrairement à ce qui est dit au début. Elle avait été une seule fois ambassadeur de France en Géorgie, justement. Elle était d'origine géorgienne. Comment a-t-elle pu signer cette tribune en faveur de Macron ? Est-ce que c'était correct ? Est-ce que c'était correct de la part des 59 autres, d'accepter cette signature, ou plus exactement de la quémander ? Et lorsque je vais creuser un peu le sujet, je vous invite à le faire, on s'aperçoit que Madame Zourabichvili, qui est née en France, elle a quand même fait une partie de ses études aux États-Unis, à l'université de Columbia, à New York. C'est là probablement qu'elle a rencontré son premier mari, qui était de nationalité américaine. Et puis elle en a divorcé, elle s'est remariée avec une personne de nationalité géorgienne, mais qui était un ancien opposant à l'URSS, et qui était en Géorgie, et qui a été longtemps journaliste travaillant pour Radio Free Europe, c'est-à-dire la radio de la CIA, émettant vers les pays d'Europe centrale et orientale. Donc en fait, Madame Salomé Zourabichvili, étant de nationalité française puis géorgienne, elle a répudié sa nationalité française en 2018, un an donc après l'élection de Macron, pour devenir d'ailleurs présidente de la Géorgie. En fait, le pédigré de Madame Zourabichvili, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'elle est très proche des intérêts américains, ce qui n'est pas pour nous surprendre d'ailleurs, puisque justement, on voit dans les événements qui se déroulent en Géorgie à quel point elle est une cheville ouvrière fondamentale de l'offensive américaine contre la Russie, et elle se heurte au pouvoir de ceux qui veulent rester en bons termes avec la Russie. J'espère que simplement un certain nombre d'entre eux, quand ils songent au texte qu'ils ont signé il y a 7 ans et demi, quand ils voient les conséquences de l'élection de Macron à l'Élysée, eh bien j'espère qu'il y en a quand même un certain nombre qui doivent se poser des problèmes de conscience. Parce que, bien sûr, ils peuvent dire « c'est pas de ma faute, moi je pensais que... » Non, non, non. Ça, ce sont, à chaque fois qu'il y a des grands désastres comme ça nationaux, tout le monde rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Hein ? Moi, en 2017, je suis tout à fait prêt à en débattre. D'ailleurs, je l'ai montré dans la vidéo précédente.
Moi, ce que j'ai dit en 2017, les analyses que j'ai faites sur Macron avant l'élection, quand on les relit 7 ans et demi après, elles sont criantes de vérité. Ce que j'ai dit s'est révélé exact dans 95% des cas. Je suis d'ailleurs pas le seul. Dans un autre domaine, il y a ce fameux psychiatre italien qui a fait une vidéo qui était au mois d'avril 2017, c'était avant l'élection de Macron. Il avait dit attention, M. Macron est un dangereux psychopathe. Il l'avait dit. Des centaines de milliers de Français ont vu cette vidéo depuis lors. A dire che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti i psicopatici, sono altamente pericolosi. Un intenditore, una persona, un intellettuale che si è occupato anche di questo diciamo così, disturbo ben integrato, e anche considerato notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente: i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso, e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'est étonnant comment vous dites ça, franchement. Ben non, mais c'est vrai. Donc pourquoi est-ce qu'un universitaire, un psychologue, un psychiatre italien avait pu faire un bon diagnostic? Pourquoi moi j'avais fait les bons diagnostics? Et pourquoi les 60 ambassadeurs se sont trompés à 180 degrés et sur la personnalité de Macron, et sur ses compétences, et sur ce qu'il allait faire, et sur ce qu'il fallait faire, et sur ce qu'allait donner la France, etc., etc. Ils portent une partie de la responsabilité. On se retrouve un peu dans la même situation, en fait, que Charles de Gaulle, arrivant au pouvoir en 1944 et constatant que l'écrasante majorité des fonctionnaires français avaient servi le régime de Pétain. Il a fallu d'ailleurs une épuration à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, on est dans une situation aujourd'hui qui est assez terrible et qui rappelle 1940. Parce que contrairement à ce que certains ont pu penser, lorsque De Gaulle a lancé son appel du 18 juin 1940 à Londres, suivi de l'appel du 22 juin, il n'y a pas eu grand monde qui a rallié De Gaulle. La quasi-totalité des hauts fonctionnaires français sont restés en France et sont restés fidèles à l'État français et au maréchal Pétain. La quasi-totalité des chanteurs, des acteurs, des gens comme Maurice Chevalier, des gens comme Suzy Solidor, des gens comme Daniel Darieux, etc., etc. Tous ces gens étaient des acteurs, des chanteurs connus qui ont fait allégeance, qui sont même allés en Allemagne, pour certains d'entre eux, pour aller chanter en Allemagne, nazie. Et un certain nombre, la plupart des hauts fonctionnaires ont servi le régime de Pétain. Il y a eu quelques exceptions rarissimes. André Dittelme, inspecteur général des finances. Félix Eboué, le premier haut fonctionnaire à avoir rallié la France libre, qui était gouverneur du Tchad, qui était descendant d'esclaves guyanais noirs. Quelques hauts fonctionnaires dans les territoires du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Quelques ambassadeurs, mais bien peu, à l'étranger. Et puis c'était tout. Et quand on a demandé à De Gaulle, fin 40, qui l'avait rejoint, il avait eu cette phrase extrêmement triste. De Gaulle avait dit qu'il avait eu avec lui, après les appels du 18 et du 22 juin, quelques juifs, quelques poètes, c'est-à-dire des doux rêveurs, et les pêcheurs de l'île de Saint. Eh bien aujourd'hui, on en est là. Permettez-moi de faire un parallèle. La France est dans une situation de désastre absolu. Et on n'a pas encore vu ce qui va arriver.
la faillite arrive à toute allure. À toute allure maintenant. Nous allons être dégradés, notre signature va être dégradée, on a besoin d'emprunter de plus en plus d'argent, et on aura de moins en moins de gens qui vont vouloir nous payer. On va être bientôt, je pense, mis sous tutelle du Fonds monétaire international, et on risque de voir tout notre patrimoine siphonné, sans compter le niveau de vie des Français divisé par 2. On est dans une situation que les Français n'ont pas encore réalisée. D'ailleurs, au moment même où je parle, plus personne ne prête une grande durée de vie au gouvernement de M. Barnier. La situation est désastreuse. Et pourtant, dans notre mouvement politique, où on a des Français de toutes les origines, de toutes les conditions, y compris beaucoup de Français qui sont Français depuis peu de temps, dont les parents ont été naturalisés ou eux-mêmes, des Français d'origine étrangère. Eux, ils se manifestent, ils se mobilisent pour la France. Il y a des gens, des retraités, des étudiants, dans les provinces, dans les régions. Il y a des ouvriers, des agriculteurs, des professions intellectuelles, des enseignants, etc. Mais nous avons presque pas de hauts fonctionnaires. On en a quelques-uns. On les compte sur les doigts d'une seule main. Des gens qui ont fait l'ENA, des gens qui ont fait Polytechnique. On en a quelques-uns, mais très peu. Et qui, par ailleurs, pour des raisons que je peux comprendre, ne veulent pas se faire connaître. Alors moi, je m'adresse à tous les fonctionnaires, notamment les hauts fonctionnaires, ceux qui ont des emplois d'encadrement, de direction, comme on dit, mais aussi à tous les fonctionnaires, de façon générale. Je m'adresse aux fonctionnaires de Bercy, qui doivent avoir honte, je les connais. Ce sont des gens, énormément d'entre eux, sont des gens extrêmement scrupuleux, précautionneux des deniers publics. C'est leur raison d'être. Je pense à des fonctionnaires que j'ai connus, à la comptabilité publique, ou dans les services des impôts, à l'inspection générale des finances, à la Cour des comptes. C'est une institution en dehors de Bercy. Mais comment est-ce qu'ils vivent la situation d'aujourd'hui ? Comment est-ce qu'ils vivent le fait que M. Macron, à lui tout seul, a fait exploser de près de 1000 milliards d'euros la dette française ? Il faut qu'ils réagissent. Ils ne peuvent pas me laisser seul, moi, et nous laisser seuls, nous, là, les adhérents de l'UPR et les électeurs de l'UPR. Il faut qu'ils nous rejoignent en masse. Je m'adresse ici aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de la Culture, des Transports, de l'Équipement, de l'Environnement. Je m'adresse aux fonctionnaires du ministère de la Défense. Eux, ils ont le statut de militaire, donc je sais qu'ils ne peuvent pas adhérer, mais ils peuvent faire un don à l'UPR. Je m'adresse aussi aux hauts fonctionnaires, aux cadres du corps diplomatique français, les conseillers des affaires étrangères. Le plus beau d'ailleurs de l'histoire étant que cette tribune signée par 60 ambassadeurs n'avait pas vu le coup venir. Le coup venir, c'est que Macron est en train de détruire le Quai d'Orsay et a supprimé justement le corps des conseillers des affaires étrangères. Bravo! Quelle prémonition! Alors je m'adresse, parce que je sais que dans tous ces ministères, il y a des gens qui nous suivent, mais qu'ils franchissent le pas. Ne nous laissez pas seuls. Venez accompagner tous les Français qui nous ont rejoints déjà. Parce que lorsque tout s'effondrera, nous aurons vraiment besoin d'avoir une restructuration de la France et d'avoir la promotion dans les cadres de l'État de gens qui ont le foi en la France. Comme disait De Gaulle dans son discours d'Alger de décembre 1943, 2000 ans d'histoire sont là pour prouver qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France.